Marty Law. You don't ever bring them in alive, now do you, Jake? Not when there's 3 of them and 1 of me. Bonjour, je suis Maë. C'est l'épisode 21 de Spéculation by Sofilm. Bonjour, je m'appelle Gwenaëlle. Nous allons vous parler du conte de Monte Cristo, un film avec Pierre Ninet. Et bonjour à tous. Merci à Maë et merci à Gwenaëlle de nous accompagner, au moins pour le début de cet épisode. Bon, c'est l'été, donc on renouvelle un petit peu l'équipe. Et en effet, on va parler de la nouvelle adaptation du conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, qui est sorti en salle. Mathias, Il y a 10 jours. C'était un vendredi. J'ai pas bien compris pourquoi il est sorti le vendredi. Enfin, peu importe. Alors, c'est la première fois, en fait, et c'est un peu l'idée derrière cette émission, c'est la première fois qu'on décide de s'arrêter un peu sur un grand film français populaire, en tout cas à ambition populaire. Donc Extrêmement populaire Alors, dès la sortie, puisqu'en 10 jours, il a dépassé les 2 millions d'entrées, ce qui est un phénomène quand même extrêmement rare, quoi. Et nous sommes allés voir le film ensemble il y a quelques jours en salle à Dijon, à l'Olympia, pour être précis. Et avant la sortie du film, c'est vraiment comme tentative de grand film populaire que le film a été vendu. Moi, j'ai entendu plusieurs entretiens de Pierre Ninet dans lesquels il était... C'est un garçon tout à fait articulé, intelligent, dans lequel il était très précis et affirmatif, avec une sorte de quasi-refrain consistant à dire voilà le genre de film dont on ne pourra pas dire à propos duquel on ne pourra pas dire qu'on est moins bon que les Américains. Même, je pense que les Américains sont incapables de rivaliser avec nous sur un terrain comme celui-là. Voilà, bon. Et c'est aussi un film qui fait suite, pour donner un petit peu des éléments de contexte, à deux... Alors, évidemment, qui fait suite au nombre à peu près incalculable des adaptations d'Alexandre Dumas qui existent depuis que le cinéma existe. D'ailleurs, c'est curieux de voir que des adaptations de Dumas, il y en a eu beaucoup dans les tout premiers temps du cinéma. Jusqu'en 1915, des adaptations de Monte Cristo, il y en a déjà peut-être 5 ou 6, et des Trois Mousquetaires, et de 20 ans après aussi. Ensuite, ça se ralentit un petit peu, mais enfin, il a toujours été évidemment beaucoup adapté. Donc là, en l'occurrence, ce film qui est co-réalisé, on ne l'a pas dit, par par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, fait suite à 2 adaptations de Dumas qui étaient scénarisées, mais pas réalisées par les mêmes. Ils étaient réalisés par Martin Bourboulot, qui était les Trois Mousquetaires, en 2 parties. J'espère que je suis clair. D'Artagnan et Milady. Voilà. Comment on commence ? Je donne mon sentiment, tu donnes le tien ? Moi, je peux assez vite dire que ce que tu dis justement sur l'ambition du film, elle a un côté tout de suite très américaine pour le coup. C'est-à-dire essayer de se calquer sur des canons américains de gros bras, c'est-à-dire il faut qu'on mette beaucoup d'argent, il faut que le public en ait pour son argent. Il y a ce truc un peu qui se veut du blockbuster. C'était annoncé depuis longtemps avant la sortie du film. Et puis, bon, je dois dire que là-dessus, sur le côté spectaculaire, le film est quand même plutôt réussi, même s'il s'aligne sur des canons qui ne sont pas forcément de tradition française, quoi. Alors, moi, je ne veux pas défendre la qualité française, certainement pas, mais l'horizon américain de tous ces cinéastes est quand même parfois assez... pénible parce qu'il est quand même extrêmement limité. Voilà. Donc on trouve tout de suite une limite au film. Après, moi j'ai été bluffé quand même, tout bêtement, par toute une série de scènes qui sont assez époustouflantes, quoi. Tu penses auquel en particulier ? Je pense les passages en mer, par exemple, toutes les scènes avec de la foule, ça c'est très réussi. Et puis je sais pas moi, l'intégralité des décors, des costumes, enfin on sent qu'il y a un travail quand même très fin, un univers graphique, on pourrait dire, qui est créé, qui est très puissant. J'irais pas jusqu'à dire qu'il est beau ou original, mais en tout cas il est très présent et puissant. Mais en tout cas, c'est vrai que notre propos là, dans l'envie de parler de ce film qui va être le gros succès de l'été, c'est pas de taper sur le cinéma commercial français, c'est de se demander à quoi ça ressemble en 2024. Un film français ambitieux, c'est pas une comédie comme on en voit tous les 4 matins, qui coûte très très cher parce que les cachets d'acteurs coûtent très cher, mais qui est absolument
L'aide, c'est pas un film de Fabien Ottolente, disons, pour le résumer d'un mot. À quoi ça ressemble un gros film commercial en France en 2024, dans une tradition qu'on connaît par cœur, et dans une tradition qui n'est pas n'importe laquelle. Il y a quand même une chose qu'il faut remarquer, qui est, tu parlais de qualité française, c'est vrai qu'on y pense, alors on va peut-être pas effectivement voir dans ce film la énième résurrection d'une qualité française, comme on a pu voir, la qualité française c'est les années 50, mais ensuite certains ont vu dans la génération apparue dans les années 70, Tavernier et d'autres, une nouvelle qualité française, puis encore une autre, une new, mais il est quand même pas inintéressant de noter et de le noter simplement, que l'un des deux réalisateurs, Alexandre de la Patelière, est le fils de Denis de la Patelière, réalisateur de cinéma, réalisateur de la qualité française, enfin en tout cas réalisateur de cette génération de cinéastes, on va dire, combattus et d'une certaine façon poussés à la retraite par la nouvelle vague. Et ce Denis de la Patelière avait lui-même réalisé une adaptation du Comte de Monte-Cristo, qui aujourd'hui sert un peu de référence à celle-là, qui est cette version pour la télévision, ce qu'on appelle aujourd'hui une mini-série, avec Jacques Weber. Donc on est quand même dans cette continuité-là. D'un autre côté, ce qui est intéressant aussi, je n'ai évidemment pas pris le temps, parce que ce serait interminable et au bout du compte très fastidieux, de voir ou de revoir toutes les adaptations de Monte Cristo, mais d'une part, comme toi, je crois, parce qu'on en a parlé, j'ai quand même un souvenir du livre qui a été pour moi une lecture extrêmement marquante, je ne sais pas exactement quand, mais quand même une lecture extrêmement marquante. L'histoire est quand même... C'est quasiment impossible de rater un film avec une histoire aussi forte. Bon. Donc on va peut-être dire quelques mots sur les choix d'adaptation, pour autant qu'on puisse le faire, parce que bon, la lecture remonte. Mais j'ai quand même jeté un œil au moins à 2 adaptations ce week-end pour préparer cet épisode. L'épisode 21, comme nous l'a si bien présenté Maë tout à l'heure. Et j'ai vu l'adaptation de Claude Autant-Lara en 61. Autant-Lara étant lui aussi un cinéaste, disons, plus large que ça, mais enfin, cinéaste combattu par la nouvelle vague, cinéaste dit de la qualité française. Et j'ai jeté aussi un œil, mais simplement un œil, parce que c'est autre chose à faire, et puis au bout d'un moment c'est un peu lassant, à une des récentes adaptations hollywoodiennes, par Kevin Reynolds, le réalisateur de Waterworld, donc ce fameux naufrage, c'est le cas de le dire, avec Kevin Costner. Et en l'occurrence, le rôle d'Edmond Dantès dans le film de Kevin Reynolds est interprété par Jim Caviezel, je ne sais jamais, qui sera quelques années plus tard le Christ dans la Passion du Christ de Mel Gibson, et qui d'ailleurs dans le Monte Cristo se fait déjà bien lacérer le dos par le fouet du directeur du château, du directeur du château d'If. Dans le film d'Autant-Lara, c'est Louis Jourdan qui joue Dantès. Louis Jourdan, c'est cet acteur français qui a fait une grande partie de sa carrière aux États-Unis. Je me demande même s'il n'est pas toujours vivant. C'est lui qu'on connaît dans L'être d'une inconnue d'Ophuls, c'est aussi dans Gigi de Minelli. Enfin, c'est un acteur qui avait une carrière américaine tout à fait remarquable. Et ce qui m'a frappé, pardon, je rélargis un peu le cadre avant de rentrer dans le film, parce que c'est vrai que le film, il est quand même passionnant, le film qu'on a vu là. Moi, je trouve qu'il est très inégal, il démarre pas bien, mais au bout du compte, il est vraiment passionnant. Donc, c'est pas du tout par devoir si on a décidé d'en parler, c'est quand même plutôt par envie. Mais ce qui est frappant, c'est plusieurs choses. D'abord, d'un film à l'autre, c'est jamais les mêmes choix d'adaptation. On a l'impression qu'ils ont, les uns et les autres, ils retiennent jamais les mêmes chapitres ou les mêmes épisodes dans les chapitres, ils font jamais les mêmes modifications. L'histoire est évidemment totalement la même, mais par exemple, la raison pour laquelle il est convaincu de trahison varie beaucoup d'une adaptation à l'autre, et je suppose que ça dit beaucoup, alors on va essayer de le faire un tout petit peu, mais ça dit beaucoup sur le contexte politique qui entoure la réalisation de chacun des films, quoi. Voilà, sur les choses sur lesquelles on a envie d'appuyer ou pas. Dans le film américain, par exemple, le film de Kevin Reynolds, il se voit remettre une lettre par Napoléon lui-même. Une lettre que Napoléon lui présente comme étant un courrier privé, et qui n'est pas un courrier privé, et qui va être ce qui le précipite au château d'If. Dans le film qu'on a vu, je pense qu'on peut en parler sans difficulté. Non, oui, c'est le début du film. Ce qui va être la cause de sa trahison, c'est la cause de son emprisonnement, pardon. Parce qu'il n'est pas traître, évidemment, il est innocent. C'est une jeune femme que lorsque Dantès sert sur le Pharaon, le navire le Pharaon, une jeune femme qu'il sauve de la noyade et qui est porteuse, je crois, d'une lettre, mais d'une lettre que quelqu'un d'autre, Cadrousse, glisse, il me semble, enfin, peu importe, fait en sorte que Dantès porte sur lui cette lettre qui va voilà. Mais dont il n'a absolument pas connaissance. Dont il n'a absolument pas connaissance. Et c'est une remarque qu'on se faisait l'autre soir. Je ne sais pas où elle nous mènera, mais ce qui est sûr, c'est que... c'était d'ailleurs une double remarque. Dans le livre d'Alexandre Dumas, l'élément
de vengeance, l'élément social de la vengeance, ou l'élément de vengeance sociale, et quand même, moi, c'est le souvenir que j'en ai gardé, ça m'a beaucoup marqué, extrêmement marqué, justement. Il est extrêmement appuyé. C'est-à-dire l'idée que cet homme emprisonné à tort s'en prend à la notabilité, et à cette notabilité-là des années 1830, est très forte. C'est-à-dire il y a un truc un peu comme ça, un peu de dénonciation, mais l'idée que toute personne qui a réussi et qui obtient des honneurs, au fond, n'a pu le faire qu'à coup, justement, de trahison, de malversation, de corruption, etc. Moi, ça m'avait beaucoup frappé. Et puis, ça m'avait moins frappé parce que je n'étais pas vraiment à même de le comprendre à l'époque. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à peine mieux, le contexte politique, l'exil de Napoléon, la Restauration, était aussi très inscrit dans le livre de Dumas. Ce qui n'est pas du tout le cas. Non. Dans le film qu'on a vu l'autre jour, le film de Delaporte et de La Patelière, ce qui est beaucoup plus le cas, par exemple, dans le film d'Otto Lara, où les éléments de contexte politique sont beaucoup plus forts. Là, il m'a semblé, et puis voilà, j'en aurais fini pour l'instant avec c'est un peu pour donner un peu des cadres, il m'a semblé que le projet du film, il était, il me semble pas a priori condamnable, mais il m'a semblé que le projet du film, à partir d'un acteur qui s'y prête pas tout à fait, mais ce pas tout à fait est loin de me déplaire dans le film, c'était de fabriquer une sorte de super-héros à la française. Il y a beaucoup de choses dans le film qui sont empruntées, et c'est très bien, qui sont empruntées à des films de super-héros. Au fond, l'histoire, et d'ailleurs peut-être tout simplement qu'un certain nombre de films de super-héros avaient le Comte de Monte-Cristo en tête, puisque ça a 2 siècles, donc ça n'est qu'un retour à l'envoyeur. Mais il est clair que son passage par la geôle, où on le voit à un moment faire une espèce de petite jogging, fait penser aussi au moment dans le premier Batman, ou le deuxième, je ne sais plus, où lui aussi a une espèce de passage comme ça, où il apprend la sagesse, que cette espèce de crypte dans laquelle il revêt différents déguisements évoque aussi ça. Et puis il y a une scène, qui est la première scène, pas tout à fait, mais parce que j'y reviendrai, mais qui est quand même une scène qui m'a beaucoup frappé par sa réussite, je ne sais pas si c'est ton cas, qui est une scène qui n'est pas dans le roman, en tout cas pas telle quelle, qui est la scène par laquelle Edmond Dantès commence à s'attacher la fidélité du fils. C'est le fils de, pas de Morcef, mais l'autre, enfin peu importe, le fils de Morcef, et donc de Mercédès, qui est une scène qui est, à mon sens, une duplication, mais très réussie, d'une scène dans ce film très curieux qui m'avait beaucoup intéressé, qui est V pour Vendetta. Celle-là, c'est la scène où le jeune garçon poursuit quelqu'un qui a volé la médaille de son père, et en fait, tout ça est orchestré pour que Dantès, enfin le comte de Monte-Cristo et ses sbires viennent le sauver. Et c'est une espèce de scène comme ça, un peu quasiment de cinéma d'action asiatique, où on joue du sabre, où on joue du bâton. Voilà. Mais c'est une scène plutôt très réussie. Donc il y a cette idée de fabriquer, je trouve, une espèce de super-héros à la française, avec un acteur. Et j'ai trouvé le film intéressant là-dessus aussi, avec un acteur qu'on fait évidemment vieillir entre 1815 et 1816, le moment où il est arrêté, et 17 ans plus tard environ, le moment où il revient à Paris pour sa vengeance, mais qui vieillit jamais totalement. C'est un acteur qui n'arrive pas... Moi, ça m'intéresse beaucoup, les acteurs comme ça. C'est toujours un peu comme ça que j'ai vu Leonardo DiCaprio, même si je ne mettrais pas Ninet au niveau de DiCaprio. C'est un acteur à qui il est très difficile de prendre de l'épaisseur. Oui, parce qu'il reste coincé presque physiquement dans une forme d'adolescence. Ouais. Presque. Ouais. Effectivement. Alors c'est intéressant hein, sur le rapport avec Batman, j'y avais absolument pas pensé. Et d'autant plus que je crois que parmi les super-héros, Batman fait partie de ces super-héros très ambigus dans le rapport qu'il a au bien et au mal, contrairement à d'autres comme Superman, qui est vraiment le chantre du bien. Je crois que Batman est habité aussi par des pulsions maléfiques, quoi. Ouais. Et c'est évidemment... Edmond Dantès plonge dans une vengeance qui va le faire basculer dans quelque chose. Et ça aussi, c'est une question qui est traitée différemment par chaque adaptation. C'est quelle place on donne aux ambiguïtés de ce personnage et de quelles ambiguïtés il s'agit. Est-ce que c'est une ambiguïté purement psychologique de quelqu'un qui, au bout d'un moment, comme dirait Raphaël Glucksmann, se laisse prendre d'hubris, comme dirait Raphaël Glucksmann, pour nous dire qu'il n'en a pas. Il nous a répété ça plusieurs fois récemment sur les plateaux télé. Ou est-ce que c'est une ambiguïté, disons, qui aurait une signification plus large, une signification sociale, une haine des puissants qui pourrait mal tourner. Et là aussi, chaque adaptation règle le curseur
un peu différemment. Mais justement, je dirais un mot, par exemple, de l'adaptation d'Autant Lara. C'est vachement intéressant si on compare celle d'Autant Lara. D'abord, elle est faite en 2 époques. Donc, c'est 2 films dont la somme fait la longueur du film qu'on a vu, le film qui est en salle aujourd'hui, plus à quelques minutes près. Donc, c'est évidemment 2 films, c'est très clair. C'est la première partie, jusqu'à ce qu'ils sortent du château d'If, jusqu'à la transformation. Ils trouvent le trésor. D'ailleurs, là aussi, selon les adaptations, le trésor n'a pas la même origine. Ici, dans le film de 2024, c'est le trésor des Templiers. Donc là, je pense aussi qu'il y a un côté comme ça, ce côté très... ce sentiment aujourd'hui quand même... Enfin, moi, avec lequel j'ai vraiment du mal, assez religieux, comme ça, tu sais, de ferveur, qui va beaucoup avec le super-héroïsme, quoi. Un côté... un côté sagesse orientale, un côté religieux que je trouve assez moche. Alors que dans les autres adaptations, c'est pas ça du tout. C'est le trésor d'Espada. Il y a pas cette mythologie-là. Donc, deux époques. Mais dans le film d'Autant Lara, les différents personnages dont Edmond Dantès va se venger, qui sont donc des notables, un marchand, un noble, un marchand, un magistrat et un noble. Bon, on peut dire qu'ils représentent différents piliers de la société. Je dirais un peu rapidement, comme on est dans le cinéma quand même de la qualité française, qui est un cinéma dont on a beaucoup dit, la Nouvelle Vague, la première, que c'est un cinéma quand même fondamentalement misanthrope, qui est un cinéma qui avait une vision de la nature humaine pas jolie. Ce sont des personnages qui, d'une certaine façon, dont on n'a aucune difficulté à détester parce que ça fait partie des codes moraux de ce cinéma. C'est-à-dire la notabilité, tout ça. Il suffit de voir, par exemple, comment est traité le personnage de Cadrousse, qui est interprété par Pierre Mondy dans le film. Pierre Mondy avec l'accent du Sud, c'est quand même quelque chose, qui est vraiment la crapule de base. La crapule, comme ce cinéma-là l'a 1000 fois représenté, c'est-à-dire que le type qui est tout sourire à l'extérieur, bon commerçant, bon aubergiste, tout ça, avec une gouaille. Moi, j'anticipe presque sur notre double émission Pagnol bientôt. Mais qui, en fait, dès que les gens dos tournés, est vraiment le type dégoûtant. Enfin, à côté, Thénardier, c'est un ange. Et on voit bien que dans le film d'aujourd'hui, je saurais peut-être pas... Mais c'est pas vraiment la question, en fait. C'est pas... Non, ce qui est vraiment au centre, c'est la puissance du personnage principal. Oui. Et c'est cette transformation qui joue, je pense, pas mal sur les codes du super-héros, enfin les codes, et qui joue sur autre chose, je dis pour essayer de faire avancer la discussion, parce que je ne suis pas sûr d'avoir fait beaucoup avancer jusque-là, qui est, le film joue beaucoup, beaucoup sur le maquillage. Oui. Sur un maquillage dont j'imagine, mais c'est pas clair, qu'il doit être de latex et un peu de numérique. Et il y a notamment... Alors, il me semble qu'une première fois, on le voit arriver, c'est ce que j'avais appelé l'autre fois, le moment Michel Serrault du film, où il est grimé en vieux, et on a l'impression qu'il imite Michel Serrault. Il y a plus tard, il fait Lord Halifax, où c'est le genre de maquillage qu'on fait beaucoup aujourd'hui, où il est complètement bouffi, il est affreux. Mais l'apparence la plus pérenne du Comte de Monte Cristo, et qui lui permet de retrouver ses ennemis d'autrefois sans qu'ils le reconnaissent, ça, je trouve que c'est très, très réussi, parce qu'il y a, dans le masque qui a été fabriqué pour Ninet, il y a quelque chose d'un peu disgracieux. Oui. Il y a quelque chose et qui rend justice, je dirais. Alors, d'une part, ça souligne quelque chose que j'avais remarqué jusqu'à présent, mais qui m'a totalement sauté aux yeux, et qui est peut-être pas inintéressant. C'est la ressemblance. Ninet et Louis Garrel, ils sont exactement le même type physique. C'est marrant. C'est des beaux gosses, mais en même temps avec une plastique qui est quand même un peu étrange. Et ça, je trouve ça quand même plutôt rassurant. C'est pas des gravures de mode, quoi. Mais là, ils lui ont fait un truc, oui, un peu... avec une certaine forme de laideur que j'ai trouvé hyper intéressante. Un côté un peu menaçant, un côté... Et qui, je trouve, arrive à bien... Ouais, à traduire quand même... je sais pas s'il faut parler d'ambiguïté, mais... Ouais, en tout cas, je trouve que c'est une réussite. Et ce qui est ambigu, c'est aussi la proximité de ces deux visages.
ils sont différents et en même temps, il y a énormément de points communs. Ouais. Donc, finalement, on passe une grande partie du film à se dire, enfin, à essayer De reconnaître trouver- l'un sous l'autre. Ouais. Oui, de les reconnaître, et de comparer les yeux. Bon, le regard aussi est très très important dans le film. Alors moi, je te rejoins complètement. La chose qui m'a frappé, j'irais au-delà un peu du maquillage, c'est la surface de la peau. Il y a une attention très très particulière à ça. Et j'ai trouvé qu'un des beaux moments, c'était le moment de la chasse à courre. Il y a là longue scène spectaculaire de chasse à courre, et un cerf est tué, et il s'agit de l'achever, et on doit... qui va l'achever, qui va avoir le courage de l'achever avec un coup de poignard bien placé dans le cœur. Et avant de le faire, on va caresser la peau poilue du cerf encore vivant. Mais on s'est pas concerté du tout, mais c'est un moment qui m'a énormément frappé. Et quand on voit un film, on passe quand même son temps à se faire des remarques à l'intérieur. Et quand j'ai vu ça, le cadavre, ou le quasi-cadavre, parce qu'il n'est pas encore tout à fait mort, du cerf couché à l'avant-plan, ma réaction, comme ça, un peu la note que j'ai prise mentalement, c'est que je me suis dit, tiens, c'est le premier vrai plan du film. Je trouvais très beau ce plan, en effet. Je pense que le moment, sans doute, est comme pas mal de choses. Moi, à mon avis, il est un peu inspiré là, de Django Unchained. C'est-à-dire des gens qui s'introduisent dans un monde et qui donc doivent manifester autant de cruauté que les gens dont ils veulent se venger pour donner du change, voilà. Mais peu importe. Mais effectivement, tout à coup, la grande question, elle date pas d'aujourd'hui, elle a 20 ans aujourd'hui, la grande question du cinéma en numérique, c'est la question de la matière. Et là, il y avait tout à coup un retour de matière très très fort. Effectivement, avec le poil qui caresse, cet animal qui est là, et quand même, je ne dis pas que pour qu'il y ait plan, il faut qu'il y ait de la composition. On n'est pas si scolaire. Mais là, la réussite de ce plan m'a frappé. Et je reviens aussi sur ce que tu dis sur la peau. Effectivement, la peau, elle est très présente dans le film. Alors, le masque, et les différents masques, etc. Les tatouages. Les tatouages, c'est vrai. Elle est présente aussi puisqu'il s'agit quand même de faire vieillir certains personnages. Enfin, de faire vieillir. Pas tous, puisqu'il y a aussi une jeune génération. Je trouve d'ailleurs que les deux jeunes personnes qui accompagnent Edmond Dantès le comte de Monte Cristo, pardon, sont bien. Mais le personnage de Mercedes, par exemple. Mercedes qui est donc l'amour d'Edmond Dantès et qui va le trahir, même si là aussi chaque adaptation la présente comme leur amour comme plus ou moins recollable. Mais elle, évidemment, elle a vieilli entre 1815 et 1831-32. Sauf qu'elle n'a pas vieilli. Ninet, lui, vieillit à coups de maquillage, parce que de toute façon, ici, il dissimule, mais les autres, pas vraiment. Et il y a quelques très gros plans sur le visage d'Anaïs de Moustier, qui sont des gros plans qui sont là pour montrer sa beauté, mais aussi qui sont là pour montrer l'interrogation qui est la sienne devant cet homme qu'intuitivement, on va dire, que viscéralement, elle reconnaît, mais ça ne monte pas tout de suite à la conscience, si on peut dire la chose comme ça. Et c'est assez étonnant parce que, par ailleurs, il m'a semblé que dans ce film, comme dans les Trois Mousquetaires, là, juste avant, il y a des moments où, je ne sais pas si toi tu as eu cette impression, il y a des moments où j'étais en mal de visage, je dirais. C'est-à-dire, par exemple, il y a une grande scène assez spectaculaire, assez terrifiante, assez sadique même, où le comte de Monte Cristo reçoit tous ses ennemis à dîner et leur raconte une histoire horrible, en tout cas horrible au moins pour l'un des deux convives, ou enfin deux des convives, parce que ça les concerne, disons, et que lui fait semblant de ne pas savoir. Et pendant toute cette scène, j'ai l'impression, c'est assez étrange parce que j'ai l'impression, et ça m'avait frappé aussi encore une fois dans les Trois Mousquetaires et Milady, c'est comme si on mettait du temps à arriver au visage. Enfin, c'est un truc assez étrange. Alors, je prends les choses dans le désordre, mais d'abord, ce qu'il faut dire, et qui va avec ça, c'est que c'est un film très sombre. Alors ça, bon, là aussi, il y avait un numéro de la revue Vertigo, il y a 20 ans, qui s'appelait, c'était très bien trouvé, je trouve, Où sont passées les couleurs. C'est vrai que si on voit le film de Lothon Larade, 61, les uniformes sont rouges, les murs sont rouges, il y a de la couleur, c'est pas très beau, mais il y a de la couleur. Là, il n'y a pas de couleur. Il y a une espèce de palette un peu plus sombre que la palette de Quentin Dupieux, lui qui aime plutôt, dont on parlait il y a peu de temps, qui aime plutôt le beige, mais une palette marron, qui fait quand même qu'en général, on distingue pas très 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 bien les choses, ou qu'on met du temps à les distinguer. Et je me demande toujours pourquoi.
Pourquoi cette palette sombre ? Alors à chaque fois, je pense à ce qu'on disait pendant longtemps de Clint Eastwood qui faisait exprès de filmer ses films en sombre pour qu'ils ne passent pas bien à la télé. Mais là, je pense que c'est pas du tout pour ça, qu'au contraire, c'est un film dont le devenir télé est programmé dès le départ, donc on peut pas dire que ce soit ça. Est-ce que c'est sans doute un rapport à la matière, parce que les acteurs sont quand même, peut-être pas leur visage, mais les acteurs sont très en avant, souvent, et les décors, je trouve quand même, très en arrière, très en position de décor, justement, et d'arrière-fond, parce que, sans doute, aux 3/4, ils sont numériques. Les châteaux, les foules et tout ça. Oui, c'est un film très numérique. Mais ça crée quand même une drôle d'impression. Ça crée une drôle d'impression, ouais. Ce rapport du sombre et avec très souvent, moins souvent. Alors, il y a deux choses qui reviennent très souvent ici, qui m'embarrassent et dont j'aimerais bien avoir le fin mot. D'une part, très souvent dans le plan, une espèce de source lumineuse ou de reflets lumineux mal contrôlés, je crois qu'on appelle un peu ça, des flares, tu vois, des espèces de trucs qui font un peu tache sur l'image, et qui font que le plan, il n'est pas vraiment cadré, tu sais pas bien où sont les bords, en fait, parce que ça bave un peu. Évidemment que c'est voulu, parce que c'est moins fort que dans les adaptations de l'année dernière, mais quand même, tout ça, c'est la même équipe, je pense, mais quand même, c'est très, très présent. Donc, je sais pas à quoi ça sert, mais ça fait que c'est pas vraiment cadré, tu sais pas où s'arrête et où finit le cadre. Et puis, il y a un autre truc, alors tu disais... en avoir pour son argent. Il y a un autre truc que j'aimerais comprendre, hormis le fait que je trouve ça tout à fait malheureux visuellement, c'est l'effet drone. C'est-à-dire que tu as 2 scènes sur 3, on te montre le décor t'est présenté par... Alors, je ne sais pas si c'est un vrai drone, et s'il y a eu promo sur le drone, je ne sais pas si c'est un hélico, je ne sais pas si c'est fait par ordinateur, mais tu as une espèce un effet, je dirais trop rapidement, parce que c'est pas la question, un effet de vidéo touristique, quoi. C'est-à-dire que on a l'impression, on passe par-dessus une colline ou par-dessus un bosquet, et hop, panorama de la Seine. Beaucoup de plans aériens, beaucoup de plans vus verticalement de haut en bas, et que quand même j'ai du mal à ne pas voir autrement que comme une incapacité à... J'allais dire, une absence de point de vue, c'est vraiment neuneux, mais... Parce que c'est plus complexe que ça, mais en tout cas, je trouve ça très, très gênant, quoi, parce que ça interrompt... Pardon, je dis beaucoup de choses à la fois, mais pour moi, ça a aussi à voir avec la vraie question de l'adaptation d'un tel livre, c'est le rapport au temps. Parce que le récit, il s'étale sur 20 ans, et le rapport au temps est capital, et c'est ce qui fait la fascination du récit, c'est que le personnage, quand il revient en 32, il est totalement différent. Il a vieilli, mais aussi il a appris, il s'est éduqué, il est riche, il est riche d'argent, mais il est riche aussi d'un savoir qu'il n'avait pas. Et pour moi, cet effet de drone, voilà, c'est pour ça que je pense que c'est plus riche ou plus autre chose que simplement point de vue ou touristique. C'est en termes de temps que ça va pas du tout, quoi. T'as l'impression que tout à coup tu débarques avec armes et bagages sur le décor, tu vois, il y a un côté et on recommence à zéro. Mais c'est exactement là où, pour te rejoindre, c'est là qu'on voit que le film est cannibalisé par des formes télévisuelles, je pense. Oui, tu penses ? Soudain, on retombe dans des formats très télé, quoi, dans ce qu'est là de pire, quoi. Alors, moi, ce qui m'a semblé télé... Pardon, je suis bavard. Moi, ce qui m'a semblé télé... je trouve tout le début du film assez raté. Trop de plans aériens, trop de justement, à chaque fois, on arrive sur le décor et on vous montre. Mais, et c'est vrai un peu aussi du roman, mais dès qu'on arrive dans le château d'If, c'est impossible de rater le château d'If. La rencontre avec l'abbé Faria, c'est un truc, moi, c'est inoubliable. Bon. Et là, c'est la première fois, devant le film, je me suis dit, ok, peut-être, parce que la rumeur était bonne, je me suis dit, peut-être la rumeur est juste. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là qui m'a beaucoup intéressé ? L'abbé Faria est interprété par un acteur que je ne connais pas, mais qui est vraiment très très bien, j'ai trouvé. Ailleurs, il était interprété par Richard Harris, je ne sais plus, et d'autres encore, peu importe. Et ce qui commence dans le château d'If, c'est un rapport au temps, évidemment, parce qu'il va y passer 15 ans, qu'il faut faire passer en une demi-heure, en 40 minutes, ou je ne sais pas combien de pages, mais enfin, il faut évidemment accélérer les choses. C'est Nicole Kidman, on l'avait invité, qui t'appelle. Et puis il y a du récit, parce que l'abbé Faria doit raconter à Monte Cristo, enfin, il n'est pas encore Monte Cristo, pardon, à Dantès, ce qui lui est arrivé, tout ça, puis il doit
lui raconter d'autres choses, puisque c'est par lui que va venir tout le savoir. Et là, dans le film, ils ont un échange. Et qu'est-ce qui se passe exactement ? Dantès ne sait pas depuis combien de temps il est là. Et Faria lui raconte quelque chose, à travers quoi Dantès comprend qu'il est là depuis 4 ans. Il le dit, je suis là depuis 4 ans. Et donc on entre dans un rapport très particulier au nombre d'années, puisqu'il y a ces répliques qui sont toujours très frappantes, où en gros, Faria lui dit « Bon, écoute, si on creuse bien, dans 7 ans, on aura fait 25 mètres », ce qui évidemment porte plutôt à la panique qu'autre chose. Mais au moment où lui, il comprend qu'il est là depuis 4 ans, et il dit « Je suis là depuis 4 ans », c'est un moment qui est totalement perdu pour le spectateur, parce qu'un quart d'heure plus tôt, il y avait un carton sur lequel il est écrit « Château d'If, 4 ans plus tard ». Et là, je me suis dit, il y a un problème de confiance dans le spectateur. On le comprend un peu mieux plus tard, puisqu'à d'autres moments du récit, on va écrire Paris, 8 ans plus tard, machin, 3 ans plus tard. Donc, on comprend que ce carton n'est que le premier d'une suite et il s'inscrit donc dans une logique. Mais la logique, à ce moment-là, d'une part, elle reste à venir, et d'autre part, c'est extrêmement dommage. C'est peut-être ce qu'on peut entendre par télévisuel, c'est-à-dire que c'est quand même effectivement un film, ou en tout cas, jusqu'à ce qu'il se transforme, il y a un refus de mettre le spectateur un tout petit peu en retard sur les infos. C'est ça que je trouve quand même souvent un peu insupportable. C'est-à-dire que tu dois tout de suite tout comprendre dans la seconde. Tout comprendre. On ne nous permet pas... Alors, je ne sais pas de quoi ça procède, de quelle peur. Je n'irai pas jusqu'à prêter une intention, mais il n'empêche que les choses sont faites comme ça. On ne peut pas être... Alors, pourtant, dans un récit comme celui-là, qui n'est fait que de surprises, que de découvertes a posteriori. Ensuite, ça va changer dans la deuxième partie du film. Par exemple, Aidée, interprétée par Anna Maria Bartolomé, on met du temps à savoir qui elle est. Bon. Après, bref, bon. Oui, mais là, après, ça m'a frappé. Mais après, on a des explications par le menu. Voilà, l'explication par le menu. Et puis, de toute façon, elle est tellement, présentée comme une énigme que... Bon. Mais là, ça m'a frappé au Château d'If. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. On entre dans un temps qui est le temps du récit, c'est-à-dire dans un temps où, forcément, il y a de l'attente, il y a du suspense, il y a de la surprise. Et le film est réticent par rapport à ça, parce que l'effet des 4 ans, qui est, je trouve, très fort, est totalement perdu, quoi. Et c'est quand même aussi ce que ne cesse d'annuler cet effet de drone passant par-dessus la colline pour découvrir, tu sais, on a toujours l'impression que c'était la terre promise du film. Enfin, c'est à chaque fois, on re-rentre. Alors, je ne sais pas effectivement si c'est un truc de télévisuel, mais ouais, c'est très ennuyeux dans un film où il nous est où par la vérité même, par le fait même de ce que c'est le récit, on a besoin de... J'emploie un mot qui est toujours ambigu. On a besoin de profondeur. De profondeur de temps, de profondeur de champ, de profondeur d'intention. On a besoin on ne peut pas être dans l'instant. On a besoin de comprendre que ce type, il nourrit sa vengeance depuis 15 ans. On a besoin de comprendre que s'il fait telle chose, c'est parce qu'il a 3 coups d'avance. On n'a pas forcément besoin de le comprendre, mais on a besoin justement d'être dans des temporalités, dans plusieurs temporalités à la fois. Et c'est un cinéma qui a beaucoup de mal avec ça. Bah oui, mais on sent que le cinéma s'intéresse qu'à la surface, justement, pour revenir à la peau. Et peut-être aussi, raison pour laquelle les cinéastes ont finalement édulcoré. Alors, dans mon souvenir du roman, c'était quand même... il y avait quand même cet aspect hyper important d'attaque de la corruption de l'époque, de toute cette période post-napoléonienne, de monarchie constitutionnelle, mais vérolée, et qu'on ne sent absolument pas. Enfin, elle est rejetée au plan de décor et incarnée par 2 personnages, finalement, mais à gros traits. Et ça, il y a un refus d'obstacle. Ouais, il y a un refus d'obstacle, comme on a... Pas mal. Expression qu'on a beaucoup entendue aussi ces dernières semaines, dans un cadre tout à fait différent. Mais justement, pardon, je te posais des questions parce que moi, j'ai pas la réponse. Mais pourquoi ? Hormis le fait... Enfin, est-ce qu'on l'explique purement et simplement par le fait qu'on a voulu dégager une espèce de figure comme ça un peu abstraite de super-héros, qu'on a voulu être un peu dans le conte. Oui, moi il y a des éléments de conte, parfois avec l'enfant. Moi, je reviens à ce que je disais en ouverture, c'est que je pense que le modèle de ces cinéastes, c'est le cinéma de blockbuster américain. Donc il s'agit de faire des intrigues entre quelques personnages. Il ne s'agit pas de mettre en scène une société, quoi. Mais ça, c'est très frappant. C'est vraiment un truc...
effectivement, c'est très très frappant à quel point. Et on sait très bien que d'un strict point de vue de représentation, la question n'est pas là. Il serait très facile d'avoir des foules numériques, il serait très facile d'avoir... Et effectivement, il n'y a pas il n'y a pas cette espèce de note sociale qui peut être aussi du romanesque pur. Bon, il y a un moment dans le film que j'aime bien, parce que c'est le genre de choses que j'aime bien, où il marche dans la rue, le comte de Monte Cristo. C'est sans doute la première fois qu'il est dans Paris. Bon, on comprend voilà, qu'il est devenu... Mais il respire Ninet, donc il reste un peu fluet. Enfin, bon, il y a un mélange qui n'est pas inintéressant. C'est pas Depardieu qui l'a interprété par ailleurs. Bon. Et puis, c'est un moment, on pourrait presque dire, un peu dickensien pendant 8 secondes, où il croise un enfant dans la rue, et on comprend très bien que l'enfant cherche à le voler, et comme s'il est devenu le comte de Monte Cristo, il a tous ses sens en éveil. Il arrête l'enfant d'une main ferme mais amicale, parce qu'il va lui remettre une pièce. En gros, il ne va pas lui en vouloir, mais il va lui demander un service. Voilà. Et cette petite note-là qui fait entrer un peu de... Pas grand-chose, mais fait quand même entrer un peu de monde, entrer un peu tu vois, un peu de... Pas de société, mais un peu de rue, est très isolée dans le film, très très isolée. Et effectivement, même la scène qui prend beaucoup de temps du procès, on va pas retourner, mais il y a une scène de procès, donc une scène de théâtre social par excellence, elle est pas du tout. Et puis ensuite, il y a la sortie du procès, là aussi, ça pourrait être un moment de donner un peu à voir cette société. Il y a des scènes de fête. Et à aucun moment... L'arrivée à Marseille aussi, moi ça m'a frappé au début du film. L'arrivée à Marseille, où là tu as quand même une vue sur le quai avec beaucoup de monde. Il y a un plan numérisé où ils n'ont pas souhaité représenter cette... Non, alors avec ce truc inintéressant que je disais l'autre jour, c'est que Marseille est montrée comme une ville un peu orientale, voilà, et de manière positive, je veux dire, pas pour dire oh là là, on est plus chez nous. Bon, c'est pas inintéressant, mais c'est vrai qu'il y a pas, tu sens pas du tout ce qui a... Les tourments du personnage sont au centre. Le génie de la machination, de la combinaison de sa vengeance est au centre. Je trouve que c'est assez beau, la manière dont les deux jeunes gens qui vont l'assister, enfin, ils vont l'assister pas simplement pour l'assister, mais aussi parce que eux aussi ont besoin de se venger, qui sont donc, je crois, Benedetto, qui est joué par un acteur, semble-t-il, italien, que je ne connaissais pas, mais je trouve très très bien. Parce que très différent physiquement de tous les autres, Laurent Lafitte, tout ça, et puis Maria Bortolomé. Ça, c'est réussi. Enfin, c'est réussi, c'est là, je dirais. C'est là. Bon, il y a des trucs qui sont plus étranges, comme il a cette espèce de serviteur qui doit être d'origine africaine, mais qui n'a pas un plan, en fait. C'est quand même marrant, ça. Il n'est pas le seul comme ça. La mère de Benedetto, par exemple, cette mère qui a cru qu'on avait tué son enfant, qui est un personnage qui n'est pas... enfin, dont le drame est loin d'être inintéressant. Elle a 2 plans. Pour elle, je veux dire. Alors qu'il y a plusieurs moments, tu comprends qu'elle ressent les choses très très fort. Enfin, il y a une drôle d'économie, je trouve, dans la manière de privilégier des choses. Bon, bref. Mais bon, on se répète, on va peut-être arriver à la fin. Mais c'est vrai que la société, tout simplement, comme pas forcément pour avoir un propos politique, mais comme matière, encore une fois, comme tissu, c'est bizarre. Parce qu'on pourrait aussi se dire, tiens, je sais pas, on est quand même, nous, en France, dans une situation politique sacrément particulière, donc je sais pas, on pourrait penser qu'il y a... Non, mais tu vois, un cinéaste aurait pu dire, tiens, on va faire des échos, on va jouer là-dessus, on va... Alors, il est vrai que c'est ce qui avait été reproché, c'est ce qui avait tenté, là je cite un article que j'ai lu, donc je ne sais plus, mais Giannoli, quand il a adapté Les illusions perdues de Balzac il y a 3 ans, lui au contraire, il a joué au maximum sur les rimes entre la presse de l'époque et les réseaux sociaux d'aujourd'hui, machin, quasiment, il y avait un truc, on voyait bien que c'était Louis Plenel, enfin bon, ça peut être un peu appuyé et pas très intéressant. Mais alors là, zéro, quoi. Je pense, hein. Tu cherches quelque chose, un écho, il n'y a rien, quoi. Rien. Bon, est-ce qu'on reste sur ce... Oui, sur ce rien. Bon, voilà, alors c'était donc notre tentative, parce que chaque épisode doit être un peu différent. On pensait que nos 2 camarades allaient aussi faire la fin de l'émission. Oui, mais ils ont préféré se balader au soleil. Je disais, non, c'était donc notre tentative de se demander à quoi ressemble un
gros film français quand même, plutôt réussi, on va dire, dans la moyenne Oui. en 2024. Dans les semaines et épisodes qui viennent, la suite, très attendue, je crois, en particulier aux États-Unis, de notre série, enfin de notre double numéro sur l'arrêt essai. Oui. Ensuite, on aura, je pense, 2 épisodes Pagnol. Et, voilà. Et puis, après, on approchera de la rentrée, qui, comme souvent la rentrée, sera riche. Non, mais je vais me transformer en Joël de la rue, donc ça va pas du tout. Bon, ben, nous rendons l'antenne. Voilà. Merci. Salut Emmanuel. Salut. Bounty law. You don't ever bring him in alive, now do you, Jake? When there's 3 of them and one of